C'est pour dénoncer les enjeux de multipartisme en Guinée que le Parti de la Révolution populaire de Guinée, PRPAG, a organisé cette conférence ce mercredi à la Maison commune des journalistes. L'incurie et la dérive des classes politiques et d'une génération intellectuelle, c'est le thème choisi par le parti. Dès que le multipartisme a été proclamé, nous avons vu venir ces désordres. La naissance des partis politiques sur l'ethnie. Donc l'exclusivisme comme arme politique. Du temps de la Révolution, vous pouvez sortir à n'importe quelle heure, vous promener, respirer l'air que vous voulez, rentrer dans le tout que vous voulez, en toute discrimination. Du temps de la Révolution, vous n'avez jamais entendu parler de coupeur de route. Parlant du point de discorde entre les protagonistes de la crise politique actuelle, le secrétaire général du PRPAG martèle que les partis politiques manquent d'idéologie. Tous ces deux cas, tous les partis politiques guinéens défendent le même système libéral, le même système capitaliste. Si le combat avait été organisé entre les idéologies, entre les projets de société, personne n'aurait eu besoin de développer quelques sentiments particularistes tels que haine en quelque chose. On ne peut pas défendre le capitalisme par la haine. On ne peut pas défendre le capitalisme par l'ethnie. On ne peut pas défendre le socialisme par la haine. On ne peut pas défendre le socialisme par l'ethnie. Il y a des argumentations économiques, des argumentations historiques, des argumentations sociologiques, etc., pour défendre chacun des systèmes. S'agissant des stratégies pour une sortie de crise, Ismaël Condé sollicite la sauvegarde de l'unité nationale. Le problème le plus important aujourd'hui, c'est d'abord de sauvegarder l'unité nationale. C'est de tout faire pour redresser moralement et civiquement le Guinéen. Ce sont des conditions sine qua non pour une élection transparente, pour une élection dont chacun peut se satisfaire. Mais dans cette atmosphère de défiance, de méfiance, toute élection qu'on organisera, comment voulez-vous que cette élection soit transparente? Comment voulez-vous que cette élection, même si elle était transparente, soit admise comme telle par les autres? Ce leader de la première vague des politiques de la Guinée sort de son mutisme pour fustiger la classe politique actuelle. Le Parti de la Révolution populaire africain invite à une prise de conscience collective pour l'intérêt de la Guinée. Bonsoir, au sommaire de cette édition, l'inauguration de ce pont de Fumbado à Lola. L'ouvrage a coûté 11 milliards de francs guinéens et vient ainsi répondre à un énorme défi économique pour la préfecture. Une manif de l'opposition à l'horizon demain, mais pour quel impact sur un calendrier scolaire 2015 déjà perturbé par Ebola? La réponse dans ce journal avec un reportage de Jenab Paris et une déclaration du gouverneur de Conakry. Un autre rendez-vous demain, le coup d'envoi des 72 heures du livre, événement signé Harmattan Guinée avec une invitée spéciale cette année, la Côte d'Ivoire. Voilà pour les titres. Madame, monsieur, bonsoir. Tout d'abord, cette entrevue entre les présidents français et guinéens, François Hollande et professeur Alpha Condé, ont abordé trois sujets d'actualité: la lutte contre Ebola, pour la poursuite de laquelle la France lève 110 millions d'euros pour la Guinée. Ensuite, l'appui de Paris dans le secteur de l'électricité. Et enfin, l'appel du président Hollande à la classe politique guinéenne pour la reprise du dialogue politique. Nous y reviendrons. Retour à Conakry, une double audience à la primature ce matin. Le chef du gouvernement s'est entretenu avec les représentants d'une mission du système des Nations Unies en séjour à Conakry. Ceci pour évaluer le processus électoral. L'autre audience était d'ordre sanitaire. Compte rendu de Ousmane Bangoura. C'est une mission qui avait rencontré les différents acteurs politiques et les institutions républicaines du pays. Cette mission du système des Nations Unies était venue expliquer au Premier ministre l'état d'avancement des travaux du processus électoral en Guinée. Nous avons eu des échanges très fructueux avec toutes les parties prenantes au processus électoral. Il faut dire que la mission, depuis son déploiement, a rencontré les principaux acteurs du processus électoral.
aussi bien les autorités nationales, les institutions républicaines que les acteurs politiques de tous bords. L'objectif après ces rencontres, c'est effectivement de recueillir des informations qui permettent au secrétaire général de l'ONU de pouvoir répondre à la requête des autorités de Guinée. Le Premier ministre, Mohamed Seyd Fofana, a saisi l'occasion pour remercier la mission avant d'inviter la communauté internationale à une assistance technique. Le chef du gouvernement a rassuré la mission que tout sera mis en œuvre pour une organisation des élections transparentes, régulières et crédibles en Guinée. Juste après, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme est reçu par le chef du gouvernement. Il était venu réaffirmer son engagement dans le renforcement du système de santé en Guinée. La Guinée sera récipiendaire de 150 millions de dollars de la part du Fonds mondial pour la lutte contre les 3 maladies, la tuberculose, le VIH et le paludisme. Dans ce cadre, on a discuté aujourd'hui que ce financement en Guinée sera, disons, chapeauté par un accord cadre entre le Fonds mondial et l'État guinéen. Le Premier ministre Mohamed Seyd Fofana a tenu à féliciter le partenariat entre le gouvernement guinéen et le Fonds mondial. Il a aussi souhaité que le montant alloué à la Guinée dans le système de santé soit destiné aux couches défavorisées. Vous annoncez au sommaire l'inauguration du pont de Fumbado, c'est dans l'Ola. L'ouvrage a coûté 11 milliards de francs guinéens et il est d'un grand enjeu économique pour la préfecture. En effet, il va permettre d'écouler plus rapidement les produits agricoles. Moussa Komara. Long de 33 mètres, ce pont en béton armé est réalisé par l'entreprise Africa Zermani à hauteur de 11 milliards de francs guinéens. Cet ouvrage inauguré par le ministre des Travaux publics est entièrement financé par le Fonds d'entretien routier. Le désenclavement de populations d'ici, de Fumbado en particulier, dans tout le pays profond, est une préoccupation permanente du gouvernement du professeur Alpha Condé. Et nous sommes là parce que beaucoup de choses n'ont pas été faites pendant des années. Et vous l'avez vu en 4 ans, plein de projets comme ça ont été financés. Ce que je peux dire, et ce sont les promesses qui ont été tenues aujourd'hui aux populations, c'est que toutes ces zones-là seront progressivement désenclavées. L'ambiance est festive dans ces villages. Depuis des années, la traversée de ce fleuve est un véritable casse-tête pour les habitants. Plus de 10 districts sont ainsi désenclavés et le transport des produits agricoles vers les villes facilité. Nous avons perdu assez de personnes sur ce fond, sur ce fleuve. Et regardez un peu en haut comment était le passage de la population. Sur les bois préfabriqués par la population. Moi qui vous parle, même mon papa est né que ce pont était difficile à traverser. Nous disons merci au président Alpha Condé et son gouvernement. La construction des puits améliorés et le désenclavement des zones à forte production agricole restent une préoccupation pour les fils de Fumbado. Ici, le ministre des Travaux publics annonce le démarrage imminent de plusieurs ouvrages, dont la route Beira-Danané entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Nous venons d'inaugurer le 2e pont de Fumbado, l'un après l'autre, dans l'espace de 6 mois. C'est une preuve supplémentaire que ce que le président dit, c'est ce qu'il fait, et ce qu'il fait, c'est ce qu'il dit. Ce pont est baptisé Professeur Alpha Condé par les populations bénéficiaires, une manière de marquer leur reconnaissance au chef de l'État pour cette action durable. Télimélé avec la réalisation de bornes fontaines par la Direction générale des eaux de Guinée SEG, ceci en attendant la finalisation du projet d'adduction d'eau potable. Nadi Camara. La fin des travaux d'adduction d'eau potable de la commune urbaine de Télimélé prévue dans 2 mois, le directeur général de la SEG est venu remettre 2 bornes fontaines, 2 forages et 2 groupes électrogènes aux populations de cette ville. Une ville qui a toujours souffert du manque d'eau. Le directeur général de la SEG a mis son séjour à profit pour évaluer justement le niveau d'exécution des travaux d'adduction d'eau potable de Télimélé. On est tous venus ici pour vraiment dater du doigt la réalité et voir de quelle façon faire les dernières corrections pour que ce projet-là finisse dans des circonstances heureuses en fait de donner de l'eau à nos paisibles populations au nom du chef de l'État, le professeur Alpha Condé.
Le projet d'adduction d'eau potable de la ville de Télémélé est financé par le gouvernement guinéen et la BADEA. La BADEA, c'est un bailleur de fonds qui était et reste encore fidèle avec la Guinée pour la soutenir dans tous ses programmes de développement et particulièrement dans l'adduction de l'eau dans toute la Guinée. Le développement est en marche. Le président Alpha Condé est à l'écoute de ses populations. Tout ce qui a été promis sera réalisé. Les citoyens de Télémélé, notamment ceux de la commune urbaine, se disent reconnaissants envers le chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui va permettre pour la première fois à cette ville de disposer d'un système d'adduction d'eau potable. Koundara, des investissements notables pour doter la préfecture d'infrastructures routières dignes de ce nom. Le projet est en vue depuis 2010, mais là, il est en phase d'exécution, notamment les voiries urbaines. À Koundara, reportage de Kerno Ousmane Diallo. Située à plus de 600 km de Conakry, la ville de Koundara a amorcé depuis 2 ans une nouvelle dynamique dans son processus de développement grâce à la construction de la voirie avec le bitumage de 10 km de route dans la commune urbaine. La ville a changé de visage. L'espoir d'un avenir meilleur anime plus que jamais les citoyens. Dieu merci, depuis qu'on a mis le bitume, ça a été utile. La ville est devenue très peuplée, elle était vide avant. Elle s'est vraiment développée. Koundara, avant le bitumage, c'était un calvaire. Parce que même pour se déplacer à pied, c'était des problèmes. La plus forte raison, une bicyclette. Et cela a été d'un apport vraiment très satisfaisant pour la ville. Le seul inconvénient, c'est la profondeur maintenant des conduites. Vous voyez, à peine 30 cm. Une seule pluie suffit pour que les caniveaux se remplissent de sable et de déchets, quoi. Ville frontalière au Sénégal et à la Guinée-Bissau, Koundara fait l'objet d'attention particulière de la part du gouvernement dans la stratégie de développement national. Il y a le bitumage de la ville et l'installation de lampadaires à tous les niveaux. Et ensuite, nous avons le bitumage de Bouméhoun à Bondoufourou à la frontière du Sénégal. Tout ça, ce sont des réalisations de la Troisième République. Après la construction de la voirie urbaine, l'autre défi à relever est celui de réhabiliter les bâtiments administratifs, pour la plupart détruits lors des événements de janvier-février 2007. Une mission d'évaluation vient de faire l'état des lieux. Les retombées sont attendues les jours à venir. En attendant, la nuit tombée, c'est la joie de parcourir des rues éclairées qui domine. Massanta, la préfecture dispose de vastes domaines agricoles. Une mission de supervision vient de cibler 15 000 hectares à mettre en valeur dès le coup d'envoi de la prochaine campagne agricole. Et puis ce sont des terres fertiles qui se prêtent à plusieurs variétés culturelles. Falilou Diallo. Le village de Ouassadougou, préfecture de Massanta, l'agriculture est la principale activité des populations locales. Et l'arrivée de cette mission de supervision est un véritable ouf de soulagement pour le monde rural. Possédant des terres cultivables à perte de vue, les paysans prient pour la réalisation de ce projet qui vise à lutter contre la pauvreté dans cette localité. C'est un domaine qui couvre plus de 15 000 hectares. Et autant que le docteur voudra nous aider la communauté, aider le développement socio-économique de la Guinée, la communauté est toujours prête à donner plus. Donc nous sommes ici, sur ce domaine-là, que vous voyez, ça s'étend à perte de vue. Alors le docteur va appeler ses partenaires, ils vont venir s'investir ici au profit de la communauté et de toute la préfecture et pourquoi pas en général de la Guinée. C'est ainsi qu'un opérateur économique guinéen décide de poser ses valises dans ce village pour aider les populations locales à améliorer le rendement et la qualité des produits agricoles. Notre premier objectif, c'est pour l'autosuffisance alimentaire en toute la Guinée. Nous avons dans le préfecture de Massanta, précisément Clodou, où les populations villageois, ils ont donné le domaine de 2000 hectares pour cultiver le manioc. Aussi, cette manioc, c'est pour transformation de produits agricoles, comme les almidons, les fleurs, aussi préparer l'autre internet.
Au cours de la campagne agricole 2015-2020, ce projet compte exploiter plus de 15 000 hectares dans la culture du manioc, du maïs et d'autres produits agricoles. Une manière d'appuyer le gouvernement du professeur Alpha Condé dans la lutte pour atteindre l'autosuffisance alimentaire en Guinée. Santé, bientôt l'équipement de quelques structures sanitaires de la capitale Conakry. C'est une volonté de l'ONG Chaîne de l'Espoir. Vous le savez, cette structure qui collabore dans le traitement des bébés siamois évacués sur Paris dimanche. Un partenariat qui pourrait entraîner très prochainement la formation de plusieurs médecins guinéens. Ali Badra Condé. De leur mission d'évacuation des enfants siamois sur Paris, ces médecins français de l'ONG La Chaîne de l'Espoir ont fait un tour dans certaines structures sanitaires de la capitale. Ici, au centre médico-communal Bernard Kouchner de Coronti, ces médecins ont visité les installations de cet édifice flambant neuf. Ils envisagent de sceller un partenariat entre le centre mère et enfants de Conakry et l'ONG La Chaîne de l'Espoir de Paris. Comme la Chaîne de l'Espoir est venue par le biais de la Première Dame, nous savons que nos objectifs que nous avons assignés vont être atteints très bientôt. De Coronti, ces médecins se sont rendus à l'hôpital national d'Ignasdine. Là, il a été question d'échanger avec ses administrateurs sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Ces médecins se sont engagés à évacuer sur la France 3 autres enfants victimes de brûlures d'œsophage. Ça nous donne de l'espoir puisque ce sont des malades qui sont là depuis longtemps et les parents sont démunis et il y a des difficultés pour les prendre en charge et il y en a qui sont là pratiquement depuis 6 ans et qui gardent encore des sommes et je pense que cette visite va encore nous donner l'espoir. Notre rêve, c'est de pouvoir les opérer ici avec notre collègue. Et à ce moment-là, ça nécessite la chirurgie, mais ça nécessite aussi la réanimation. Il faut un service de réanimation adapté à ce type de pathologie. C'est indispensable. Il n'y a pas de chirurgie aussi importante sans réanimation. Grâce à la collaboration de la Fondation Prosmi, de la Première Dame de la République Aïdjene Condé, l'ONG La Chaîne de l'Espoir entend participer à la formation des agents de santé, mais aussi équiper certaines structures sanitaires de la capitale. Direction Kanka, une mission du ministère de l'Action sociale vient de boucler en séjour de travail. Il était question d'évaluer l'état d'avancement des travaux en cours. Le département a décidé d'implanter dans cette préfecture un institut de formation pour les aveugles et un centre d'autonomisation des femmes de la localité. On fait le point avec Mohamed de Camara. L'Institut des jeunes aveugles et le centre d'autonomisation et de promotion des femmes de Kankan en chantier ont été visités par la mission dirigée par la chef de cabinet du département en charge de la promotion des femmes et des enfants. Ces chantiers évoluent aujourd'hui à la satisfaction des cadres du ministère. L'Institut des jeunes aveugles, je dois avouer que depuis notre dernier passage à la relance du chantier, il y a eu beaucoup de progrès. Et le travail avance assez bien. En tout cas, ça nous réchauffe le cœur et ça nous donne espoir de voir enfin ce centre terminé. Les travaux du chantier de l'Institut des jeunes aveugles de Kankan, depuis sa relance il y a près de 3 mois, n'a connu aucune interruption. L'entreprise compte livrer l'infrastructure dans les mois à venir. Le délai contractuel est prévu pour 8 mois. Mais nous comptons quand même livrer ça dans 6 mois, 7 mois, si prétendue. Le travail évolue à la satisfaction du bureau de contrôle, parce que l'entreprise est en train de mettre les bouchées doubles en vue de faire correctement les travaux. Ces différentes infrastructures, une fois achevées, permettront aux jeunes aveugles et les femmes de Kankan de lutter contre la vulnérabilité à laquelle ils sont confrontés. Les femmes, sur un autre registre, elles veulent jouer un rôle dans le processus de justice transitionnelle. Plusieurs structures féminines participent à un atelier dans ce sens à Conakry. La francophonie finance l'initiative. Diane Yansane. L'implication des femmes dans les processus de justice transitionnelle, tel est le thème central de cette session de formation. Elle est organisée par le Haut Commissariat des droits de l'homme en Guinée. Une manière pour le Haut Commissariat des droits de l'homme d'interpeller les femmes afin qu'elles jouent un rôle important dans le domaine de la résolution des conflits. Le gouvernement a œuvré pour qu'on arrive justement à cette réconciliation nationale qui est indispensable. Vous voyez, qui dit réconciliation nationale parle de dialogue. Encore aujourd'hui, ces jours-ci, le débat du dialogue
est dit dans toutes les bouches des Guinéens, dans la classe politique, dans la classe économique, dans la classe sociale. Donc, je pense personnellement que les femmes ont un rôle éminemment important et primordial. Quand on néglige les femmes dans l'histoire du dialogue dans ce pays, dans la réconciliation, ça ne se fera pas. La réconciliation et la consolidation de la paix, en passant par le dialogue social, sont des sujets à débattre au cours de ces 3 jours d'échange et partage d'expériences. En mars dernier, le président de la République a procédé au lancement officiel des consultations nationales. Et bien évidemment, ça a été fait en collaboration avec notre bureau. Nous rentrons donc dans une phase très importante qui est celle de l'écoute, aller vers les citoyens pour avoir leur vue sur la façon dont la Guinée souhaite se réconcilier. Nous souhaitons donc que le dialogue soit renoué, que les conversations reprennent, que les frères se comprennent et que la Guinée gagne. Cette activité participe à engager les ONG et les associations à un leadership pour s'approprier du processus de justice transitionnelle en Guinée. La marche de l'opposition guinéenne en début de semaine continue de faire réagir des Guinéens. Comment dépasser toutes ces épreuves de force entre manifestants et forces de l'ordre? Les religieux préconisent le dialogue entre les différents acteurs de la nation. Les imams de la Basse-Côte viennent de faire une sortie pour fustiger les actes de violence. Je vous propose de suivre ce reportage de Manga Fodé Touré. Pour calmer les esprits et consolider la paix, les imams des 8 préfectures de la Basse-Guinée et les 5 communes de la capitale se mobilisent pour implorer la grâce divine. Certains lisent le Coran et d'autres égrènent les chapelets. Tous souhaitent la paix et l'entente sociale en Guinée. Les religieux ont condamné les actes de violence enregistrés ces derniers temps à Conakry et dans certaines localités de l'intérieur du pays. Les imams de la Basse-Guinée lancent un appel solennel à tous les acteurs politiques, la mouvance et l'opposition, de se donner la main pour que la paix, la quiétude et la fraternité soient une réalité effective en Guinée. L'Union des imams souhaite que les problèmes qui opposent les acteurs politiques soient réglés à la table de négociation pour que la paix règne dans le pays. Satisfait de la démarche, le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana a exhorté les religieux à continuer les prières et bénédictions pour une Guinée unie et prospère. C'est une très bonne chose que les leaders religieux de la race guinéenne se retrouvent pour invoquer Dieu, lire le Coran, pour prier pour la paix, l'unité nationale et l'entente entre les Guinéens. Alors, c'est une très bonne chose que nous avons salué au nom du chef de l'État, le président Fakonde, et l'ensemble du gouvernement. Nous avons encouragé pour suivre dans cette voie et appeler tous les Guinéens, sans exception, à la retenue, à la raison, pour que notre pays puisse avancer. Et je leur ai demandé d'étendre l'expérience à tout le monde, d'appeler tout le monde, la Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée, et la Guinée forestière, les imams et tout le monde, pour prier ensemble, exhorter ensemble les Guinéens. Je vous annonçais au sommaire cette déclaration à venir du gouverneur de la ville de Conakry, Soriba Sorel Camara. Population de Conakry, vous êtes toutes et tous témoins que, depuis un certain temps, une partie de l'opposition guinéenne, en dépit de sa présence à l'Assemblée nationale, a choisi la rue pour vous priver de vos droits élémentaires de circuler, d'être à vos services, dans vos commerces et dans vos ateliers, caillassant des véhicules publics et privés, blessant gravement des agents de l'ordre public et mettant le feu au bitume chèrement acquis par la République. Tous ces actes d'une rare barbarie sont commis en flagrante violation de la loi guinéenne, qui pourtant a réglementé les manifestations, les défilés, les marches et autres cortèges en Guinée. Encore une fois, nous prenons à témoin l'opinion nationale et internationale
sur le fait que les commanditaires et organisateurs de ces actes et troubles, vandalisme à l'appui, ayant opté pour l'ignorance de la loi en s'inscrivant dans la logique de la désobéissance civique, s'exposent indubitablement aux conséquences qui en découlent. En tout état de cause, les maires des 5 communes et moi-même le gouverneur de la ville de Conakry, usant en cela de nos droits régaliens, avons déjà délivré aux forces de l'ordre des réquisitions d'intervention pour que force reste à la loi et à elle seule. Par ailleurs, les braves citoyens de Conakry, épris de paix et de justice, sont invités à vaquer ordinairement à leur activité. Vive la paix, vive le professeur président Alpha Condé, vive la Guinée, je vous remercie. À l'instant même, le gouverneur de la ville de Conakry, Soriba Sorel Camara, dans cette édition d'information. Demain jeudi, donc, d'autres marches sont prévues, mais pour quel impact sur le quotidien des Guinéens? L'économie n'est pas le seul secteur touché. L'école guinéenne subit aussi le poids de ces crises à répétition. Beaucoup, voire tous les établissements scolaires ont du mal à progresser dans les programmes, des perturbations, alors que l'année scolaire 2015 est la plus courte de tous les temps en Guinée. Djenab Inabari. Les manifestations politiques perturbent les activités des écoles à Conakry, déjà affectées par 3 mois de retard suite à la crise sanitaire qui sévit dans le pays. Certaines écoles de la banlieue de la capitale sont souvent secouées par ces manifestations. Depuis 2 semaines, des mouvements de protestation ont repris à Conakry. Très peu d'écoliers se rendent à l'école les jours de manifestation. Plusieurs établissements restent fermés. C'est le cas du collège Koloma et du lycée Kapororai, des écoles situées dans la commune de Ratoma, une commune réputée agitée en période de crise socio-politique. La journée du 13 et 14, nous avions programmé des évaluations au niveau de nos collèges et lycées, mais très malheureusement, ces évaluations n'ont pas eu lieu. Au lycée Kipé, un des plus grands de la capitale, les candidats au baccalauréat cherchent à combler les cours perdus du fait des manifestations. On a organisé le cours de révision pour pouvoir faire 90% des programmes. Cependant, dans certaines communes de Conakry comme Matoto, les manifestations ne semblent pas affecter le déroulement des cours. Les élèves ont repris normalement le chemin de l'école après les congés de Pâques. Ici, les responsables de l'éducation pensent achever le programme le 31 juillet prochain, date fixée pour l'arrêt des cours dans tout le pays. Les 575 écoles publiques privées ont fonctionné à 90%. Les 59 établissements publics et laïcs ont fonctionné à 100%. Donc, par rapport à la progression normale des cours, Matoto ne se fait pas de soucis. Alors que le ministère de l'Enseignement annonce le début des examens pour le mois d'août prochain, les programmes sont loin d'être achevés dans la plupart des établissements scolaires de Conakry. L'annonce de l'opposition de poursuivre les manifestations à un rythme continu pourrait porter un second grand coup à cette année scolaire 2015. Déjà durement éprouvé par Ebola, le salon du lycéen et de l'étudiant prévu vendredi et samedi à l'université de Sonfonia, les représentants de 35 institutions d'enseignement de France sont attendus à Conakry. Déjà, c'est l'engouement dans nos établissements d'éducation. Je vous propose de suivre ce reportage de Mamadou Saliouba et Eugène Dunamo. 10 heures au lycée Sainte-Marie, un moment de détente pour les élèves. Ici, un seul sujet domine les débats, le salon du lycéen et de l'étudiant prévu ce vendredi à l'université générale Lansana Conté de Sonfonia. Le salon du lycéen et d'étudiants est une opportunité pour nous, élèves guinéens, de rencontrer les directeurs français grâce au groupe CCI Afrique. Les partenaires, ça participe dans notre formation et tout, et c'est aussi une opportunité pour nos parents. Nous attendons de ce salon vraiment que ce soit une occasion pour nos élèves de s'ouvrir au monde, de découvrir, disons, d'autres universités, d'autres écoles, parce que vous savez, l'attente est grande en matière d'éducation et de formation.
Et nous pensons que ce salon sera une opportunité formidable pour nos élèves de rencontrer des responsables d'autres établissements qu'ils aimeraient fréquenter. Le salon du lycéen et de l'étudiant est une rencontre d'échange entre les responsables des universités françaises et les jeunes Guinéens. Objectif, discuter sur les procédures de voyage d'études en France. À 24 heures de l'événement, les attentes sont énormes dans les établissements d'enseignement du pays. Si ce salon s'ouvre, c'est instructif pour les lycéens qui veulent aller aussi à l'université en France et pour certains étudiants d'ici qui veulent aussi s'inscrire en France, tant bien même ils ont déjà commencé leur scolarité ici. C'est un salon initié par le groupe CCI Afrique en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Pour cette première édition, il va mobiliser les représentants de 35 institutions d'enseignement supérieur français en Guinée. Et si vous avez un agenda juste à côté, notez que demain s'ouvrent les 72 heures du livre, événement signé Harmattan Guinée, pour placer la lecture au cœur du développement. La structure de Sansi Kabadjakité se bat pour la promotion de la littérature guinéenne, mais aussi pour faire de Conakry la capitale mondiale du livre. Pays invité cette année, la Côte d'Ivoire. La délégation ivoirienne est déjà à Conakry. Yaya Silla. Les journées tant attendues commencent demain, jeudi 23 avril 2015, ici au Centre culturel franco-guinéen. Depuis ce matin, les volontaires sont à l'œuvre pour placer les tentes et installer les stands. Les écrivains, éditeurs, le public découvriront des rayons achalandés dans ces stands. Petit à petit, grâce à l'Harmattan Guinée, que la lecture et l'écriture prennent une place importante dans notre pays. Donc les 72 heures du livre deviennent de plus en plus un rendez-vous incontournable de la culture dans le monde. Et je suis très heureux cette année de faire partie des auteurs qui vont présenter leur livre pendant ces 72 heures du livre. Même rythme de préparation à Bruzone de Kaloum. Ici, la présentation physique des 72 heures du livre rappelle au Salon du livre de France qui vient de s'achever. La Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur pour les 72 heures du livre, est arrivée en vol spécial cet après-midi. Forte de 17 membres, cette délégation est composée des écrivains, des éditeurs et plusieurs autres membres de la filière livre. C'est une activité que nous avons préparée depuis au moins une année pour répondre à l'aimable invitation du ministère de la Culture et du Patrimoine de la République sœur de Guinée. Et il est intéressant que ce soit une activité culturelle parce que ce que nous avons de plus profond et de cher, c'est notre culture. Et célébrer le livre, c'est célébrer, j'allais dire, ce magnifique outil qui nous permet de diffuser le savoir, de le capitaliser et de le partager. Sous la haute présidence du chef de l'État, professeur Alpha Condé, les 112 heures du livre s'ouvrent demain au Centre culturel franco-guinéen. À découvrir donc demain les tranchantes de Soulaï Tchangel. Et puis, football, un tournoi de reconnaissance organisé à Kirouané. Il est doté du trophée honorable Djenné Saran Kamara, député. Le tournoi fait suite aux 17 réalisations dont va bénéficier cette préfecture dans le cadre du prochain 2 octobre. Ibrahima Sori Fofana. Ce tournoi de reconnaissance au chef de l'État est l'initiative du district préfectoral de football de Kirouané. Il a regroupé depuis près d'un mois les équipes des 7 sous-préfectures et celles de la commune urbaine. Après plusieurs journées de compétition, l'équipe de Damaro à Noir rencontre celle de Kosankoro qui a réussi un parcours remarquable. Au terme de 2 décennies de manque de compétition, ce tournoi suscite un réel engouement. L'équipe de Damaro, très expérimentée, n'a eu aucune difficulté de prendre l'ascendant sur son adversaire en réussissant 3 buts après 70 minutes de jeu. Vraiment, je suis la fierté aujourd'hui de fait que j'ai pris cette coupe pour donner les choses à ma sous-préfecture Damaro. Vraiment, je suis très content. Je remercie tout un chacun. Ce tournoi donc est une opportunité pour nous de mobiliser les jeunes de Kirouané, les femmes de Kirouané, les hommes de Kirouané pour la réélection du professeur Alpha. Cette finale s'est déroulée devant une forte affluence des responsables de la Haute-Guinée et celle de la population de Kirouané qui souhaite la multiplication de telles initiatives
dans la cité. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.